Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, dès qu'ils s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Vidéo Club, votre épisode spécial été. Qu'on est bien dans cette belle été, on crève de chaud par contre, mais quel plaisir de se relaxer sur le soleil, au bord d'une rive, dans un petit bistrot. La détente, le flânage, le repos, bref, quel plaisir de vous retrouver. Mais évidemment, on ne vous abandonne pas pendant cette période, car on est là aussi pour vous accompagner. Pendant ce moment, pour vous accompagner, pour ne pas oublier le cinéma. Et oui, le cinéma qui doit vous accompagner tout le temps dans votre vie. Bonjour la petite équipe, comment ça va ? Bonjour. Comment vous passez un peu votre petit été, les gens ? Comment ça se passe ? Ma première reco, ça sera les glaces. Une glace day et cholestérol, mais plaisir absolu. Donc c'est ma première reco, c'est de bouffer un max de glace. Évidemment, le sucre et le plaisir. Et toi, mon Roman, comment tu vas ? Les pieds dans l'eau, au soleil. Ça se prélasse un peu. Plage, ça se prélasse. C'est le farniente. Mais bien sûr, évidemment, et on pense évidemment aux personnes qui travaillent pendant cette période. On vous fait, comme dans le dernier épisode, on vous fait d'ailleurs un très très grand bisou. On vous envoie plein de force. On est évidemment encore là pour vous accompagner. On salue d'ailleurs notre cher Théa qui, justement, pour des raisons professionnelles, ne peut pas être là dans cette émission. On te fait un très très gros bisou, notre Théa. Bisous, on t'aime, on pense à toi. Bisous. Bref, on est ici aujourd'hui, non pas pour vous parler d'actualité, car on est un peu chacun et chacune un peu loin, ou alors on travaille, ou alors on ne peut pas malheureusement suivre actuellement. Enfin, on suit évidemment l'actualité cinématographique, mais on a peut-être un peu moins le temps pour pouvoir faire ça. Mais du coup, on est là comme chaque année pour vous faire du coup nos petites recommandations de l'été, pour vous accompagner un peu pendant cette période, pour vous faire découvrir, on va dire, des œuvres sous le signe de l'accessibilité. Moi, je vais vous dire un peu les quelques recos que j'ai, c'est un peu dans cette lignée-là. Bref, le concept d'aujourd'hui, chacun des membres de l'équipe a 3 recos à vous faire, que ce soit des films, mais pas seulement. En tout cas, des choses qui touchent au cinéma, des choses qu'on a envie que vous découvriez. Et oui, donc on aura un peu cette petite période. Et en fin d'émission, je vais aussi vous faire des petites attentes ciné, vous faire un peu un agenda de qu'est-ce qu'il y a de films intéressants à aller mater pendant tout ce mois de juillet, des petites recos encore en plus, des trucs à ne pas oublier d'aller voir dans les salles obscures. Bref, commençons directement. Voici nos petites recommandations de l'été. Allez, let's go, c'est parti. Je vais d'abord commencer par ma première reco du jour. Ma première reco du jour, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, que j'ai tout simplement dégusté, c'est le cas de le dire. Je vais vous parler d'une petite web-série, je vais vous parler de Ménagez-moi, réalisé et écrit par Chloé Ménager, mais aussi Ben Mazué et Simon Astier. Alors peut-être Simon Astier, vous le connaissez un peu plus, étant donné que c'est le frère d'Alexandre Astier, qui a déjà joué dans pas mal de trucs, que ça soit Kaamelott, que ça soit HeroCorps, mais que ça soit aussi, par exemple, maintenant, le nom m'échappe, aïe, le film qu'on avait vu ensemble, mon cher, le film de Flaubert, c'est évidemment Noulet le Roi, évidemment, qui joue un super flic, qu'est-ce que c'est rigolo. Bref, ma petite reco, c'est du coup Ménagez-moi, qui en fait est une toute petite web-série qui ne mange pas de pain de prime abord. En fait, c'est plein de micro-épisodes. Je crois que là, actuellement, donc la série continue, c'est vraiment un tout petit truc, mais la série continue, je crois qu'ils sont à peu près au 40e épisode, et c'est une toute petite web-série en format vertical, des épisodes qui durent à peu près entre 1 minute 30 et 2 minutes, qui sont une espèce de comédie romantique où en fait la série va évoluer d'une certaine manière au fur et à mesure des épisodes dans quelque chose d'un petit peu différent. En fait, l'idée des premiers épisodes, c'est tout simplement des sketchs. Donc en fait, on va avoir le personnage du coup de Chloé qui va du coup rencontrer un personnage ou être dans une situation avec un autre personnage, et ça va être du coup du chant contre chant entre ces deux personnages-là. Alors le format est vraiment d'une simplicité absolue parce qu'on est vraiment sur un format vertical, donc niveau téléphone. Donc déjà, on a l'utilisation d'un téléphone, et puis c'est du chant contre chant. C'est-à-dire, c'est vraiment d'une très très grande simplicité de mise en scène. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très important là derrière. Et donc, c'est pas sur ça que cette web-série repose, on va dire. Et c'est pas pour ça, en fait, que j'ai vraiment envie de vous en parler. En fait, moi, ce qui me plaît énormément dans cette série, c'est la qualité absolument magistrale de l'écriture. Ça fait très longtemps
que j'ai pas trouvé une œuvre aussi brillamment écrite dans les dialogues. Il y a un travail de dialogue dans ce film qui est absolument génial. Ça m'a fait un peu penser à presque des Tontons Flingueurs ou un peu à toute cette vibe où dans le cinéma français, on avait un travail des dialogues qui était monumental et c'était aussi en partie pour ça que le cinéma français était connu, c'était pour son travail des dialogues, pour son travail de la punchline. Et là, je retrouve exactement ce truc-là où en fait, sur une 40aine d'épisodes, on a des discussions entre des personnages d'une manière, enfin, brillamment écrites. Vraiment, j'ai les mots pour dire à quel point je trouve que Chloé Ménager est brillante dans l'écriture de ces petits scénarios, de ces petits sketchs-là. Et c'est tellement bien écrit, mais c'est tellement drôle. C'est extrêmement drôle. C'est vraiment en 1 minute 30. Déjà, on n'a pas la sensation que c'est des épisodes de 1 minute 30. On a vraiment la sensation que le truc est très rapide, certes, mais on a l'impression que c'est tellement dense en 1 minute 30 que c'est juste fantastique et c'est à mourir de rire. C'est du comique de situation, c'est du comique de phrasé, c'est du comique d'écriture, c'est vraiment du comique d'absurde aussi. Il y a vraiment ce truc-là qui est juste extraordinaire et évidemment avec des comédiens et des comédiennes géniales. On voit en fait passer énormément de gens. Alors évidemment Chloé Ménager, Ben Mazuet, Simon Astier, mais on va avoir par exemple du Florence Foresti qui va apparaître à un moment donné. On va avoir d'autres comédiens et comédiennes un peu plus connus qui vont apparaître. Bref, des petites apparitions comme ça qui en fait les mettent dans un espèce de format presque comme Comédie Café, Caméra Café par exemple. Vous voyez un peu ce petit truc, on va poser une caméra et on va suivre un petit moment. Comme les premiers épisodes de Kaamelott dans la saison 1 et 2 et 3 par exemple. On va avoir un peu moi j'avais un peu ce feeling-là et je vous en parle parce que ça m'a vraiment bouleversé cette série parce que déjà, encore une fois, j'ai un vrai attache envers les gens qui créent des trucs avec pas grand-chose, et c'est exactement ça. Mais dans la qualité formelle d'écriture et de de création de cette petite pastille, de ces petites pastilles, c'est juste fantastique parce que à la base, le truc est purement de la comédie sans fil rouge, et puis tout d'un coup, la série donc cette petite web-série a eu un fil rouge qui s'est construit pour devenir une espèce de comédie romantique qui en plus de ça touche à beaucoup de choses sur la question de l'engagement, sur la question de trouver quelqu'un passé un certain âge, comment faire des rencontres tout simplement, la question des maladies mentaux, donc, ou la question de la pression mentale, de l'anxiété, toutes ces petites réflexions-là qui en fait sont posées dans des petits épisodes très très courts. Et je trouve que le tout, la série en elle-même, qui continue encore maintenant et que vraiment je vous invite à aller prendre le train de cette web-série, c'est un vrai régal pour cet été et je pense que ça en fait partie des œuvres que je pouvais vous recommander cet été parce que il y a une douceur, il y a une légèreté, il y a ce côté justement good vibes et ce côté petit bonbon sucré qu'on va manger, qu'on va déguster en fait. Et encore une fois, là vous pouvez, quand vous allez découvrir cette web-série, en fait la regarder d'un coup, donc les 40 premiers épisodes, vous allez voir, vous allez passer un petit peu de temps à tout regarder, mais ensuite, pendant votre été ou pendant les différentes semaines, vous allez voir un nouvel épisode et hop là, vous allez vous mettre dessus comme moi et vous allez manger ce petit sucrerie qui fait du bien, qui fait plaisir au soleil. Bref, Ménagez-moi de Chloé Ménager, c'est vraiment fantastique, ça permet de découvrir vraiment une méga bonne autrice, tout simplement. Je trouve que c'est une très très grande autrice que cette web-série m'a permis de découvrir. Elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur YouTube, vraiment découvrez-la. Mélangez le format, le talent d'écriture, tout ça mis ensemble, on fait vraiment un truc qui est génialissime, passionnant, un vrai régal pour accompagner votre été au soleil dans une chaleur de romance, de tendresse et d'amour qui fait du bien en cette période. Tu veux quoi, toi? Sur le long terme? Non, là, maintenant. Arrête de faire ça. Mais c'est parce que je stresse. Mais pourquoi tu stresses? Parce que je fais ça. Bon, Simon. Oui. Oh. Ah, putain! Ça va? Ne parle pas. Bon, Simon. Oui. Est-ce que tu penses que nous deux, ça peut en valoir la peine? Et toi, est-ce que tu penses avoir de la peine si on peut se valoir? Quoi? Quoi? Bon, tu sais quoi? On dit qu'on s'emballe pas et qu'advienne qui paiera. Exactement. Puis ça se trouve, on va se marier. Oh, on a dit qu'on s'emballait pas. On s'emballe pas. Bah, chez moi? Oui. Allez. Allez Lorenzo, à ton tour, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui ? Ni plus ni moins qu'un petit classique du ciné qui fait toujours plaisir. Pour moi, en l'occurrence, c'est un de mes films préférés. Et c'est l'été, quoi. C'est l'été, c'est Ferris Bueller, tout simplement, ni plus ni moins. Ça fait toujours plaisir, en fait. Un petit Ferris Bueller chaque année, ça passe bien. C'est le soleil, c'est l'insouciance, c'est la fin de l'école. Parce qu'en plus, ça se place dans cette saison, justement,
où tout le monde vient de recevoir un diplôme, tout le monde est en train de se barrer à l'autre bout du monde et part quelque part, et puis il nous reste quelques jours à profiter. En l'occurrence, c'est à Chicago, sous le soleil, et à se faire kiffer tout simplement. Et réalisé de mémoire en 84 par John Hughes, la date je suis pas sûr, le réalisateur j'en suis sûr, qui après a fait Breakfast Club. Et non, c'est juste du kiff, du pur kiff en fait. C'est ce gars-là qui décide de sécher l'école et de prendre avec lui ses potes en bagnole et de faire un tour. Et c'est plus que du fun, c'est vraiment aussi de temps en temps des petites touches de comédie aussi. Et c'est quand même vachement drôle, ça reste quand même une comédie à la base. Et ces petites touches de questionnement adolescent, de questionnement amoureux, de questionnement sur l'avenir, le futur, sur l'émancipation en tant qu'individu et sa place dans la société. Et ça reste toujours des touches, hein. On ne part pas vraiment sur un drame ou, personnel ou des recherches, des questionnements aussi profonds. Mais c'est toujours vraiment un plaisir. C'est en tout cas mon film doudou. Si vous l'avez vu, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-vous. Ça passe comme un bonbon, toi aussi. Comme tu disais, pour Ménage et moi, c'est le genre de truc. En tout cas, moi, je me le fais une fois par année. Et ça fait tout. Enfin, c'est rafraîchissant. Même si je connais toutes les scènes, je connais par cœur. Il y a ce truc, c'est drôle, le rythme est bon, les vannes sont bien écrites. Il y a autant du gag que de la vanne écrite, parlée. Ah, c'est très très drôle. Et voilà. Je fais court, je fais simple. Ferris Bueller, matez-le vous. Il doit être sur Netflix, Canal, et puis craquez-le. De toute façon, il doit être quelque part en fichier, en streaming, perdu dans les limbes d'internet. Et c'est l'été, Ferris Bueller. On peut dire aussi, alors je permets de continuer sur ce truc-là, parce que le film est très intéressant, c'est presque aussi une leçon de vie, en fait, d'une certaine manière, Ferris Bueller aussi. C'est une sorte de... Oui, c'est un coming of age, c'est ces trois ados qui se demandent un peu où sont leurs places déjà à l'école dans un premier temps, puis de manière plus générale dans la société à Chicago. En fait, cette journée, c'est un prétexte pour découvrir le monde avec des grosses guillemets, le musée, les grands restaurants, les parkings, enfin tous ces trucs-là où on se pose des questions, on se pose entre potes. Puis on se demande de manière un peu rigolote, mais quel métier on va faire, quelles études on va poursuivre, pourquoi j'aime pas mon père ou pourquoi j'aime bien mon père, ma sœur elle me fait chier. La quête de l'adolescence, telle que John Hughes d'ailleurs a théorisé dans plein de ses films. C'est un peu aussi le gros de sa carrière, le gros de ses questionnements, et il fait ça à merveille, autant dans Breakfast Club que j'aime tout autant, enfin un petit peu moins, qui est aussi un autre dispositif. J'aime bien, en fait, voilà, tu me permets aussi de dire le fait que le truc que j'aime particulièrement avec Ferris Bueller, c'est le côté grand air, c'est le côté on sort de l'école, qui du coup me freine un tout petit peu dans le Breakfast Club, c'est ce côté on se casse, on prend la bagnole et on va juste tourner, on va juste perdre un peu notre temps, on va vagabonder au milieu de Chicago, puis passer du bon temps, et puis voilà, entre ce bon temps, on va... se poser 2-3 petites questions sur la vie qui font pas de mal. Il n'y a pas forcément de réponse, mais ça fait toujours quand même un peu plaisir de se poser ces questions, de voir qu'il y a des... Oui, on se pose à ces âges-là, c'est pas une question de génération, on se pose vraiment tout le temps ce genre de questions. Puis les réponses, elles viennent pas, elles arriveront, on verra, mais oui, il faut se les poser entre amis, au soleil, puis se faire kiffer entre deux, quoi. Faire un petit concert, un petit musée, se cultiver, s'amuser, se divertir. C'est juste les fondamentaux du bon temps. Et du coup, dans ce bon temps, se cassent de temps en temps des petites réflexions de la vie qui vraiment ont leur sens et qui ont leur place. Puis le film vraiment jongle super bien là-dedans. Ouais. Entre ces petites touches d'amour, de questionnement, de romance, d'amitié. Il y a vraiment, c'est le fond aussi du film. C'est vraiment l'amitié. Qu'est-ce que ça va devenir, pas devenir? Est-ce qu'on va rester amis, pas amis aussi? Ça me fait penser à d'autres films. Mais... Et toujours vraiment sur ce truc vraiment comique, gagueste. De l'amour aussi. De l'amour, oui. Il y a cette relation qui se fait pas avec le crush de Ferris Bueller en l'occurrence. Et je trouve ça très pudique. C'est vraiment pas ce côté elle est belle, je l'aime, j'ai envie d'elle. C'est vraiment ce côté elle est sympa, elle est douce, elle est agréable. Mais qu'est-ce que je veux vraiment avec elle? Est-ce que je veux garder une amitié, construire une relation? Mais comment ça peut s'inscrire dans le temps long? Ou même comment ça peut se créer dans le temps court? C'est très pudique, c'est très touchant et c'est très adolescent, mais c'est vraiment, je pense, assez intemporel. C'est fait dans les années 80, il y a quand même une vibe, une déco, une atmosphère très années 80, mais le fond du film est quand même juste générationnel et s'inscrit dans ce moment de la vie qui se place pour les Français à la fin du lycée, pour les Suisses à la fin du collège ou du gymnase. Je kiffe, j'ai envie de kiffer, je vais kiffer, mais quand même... Qu'est-ce que je fais de ce temps? Comment je l'utilise pas? Et puis,
il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste on se fait un peu kiffer et c'est naïf, c'est innocent et Puis c'est intéressant parce qu'en fait, c'est même un faux film feel good parce que même étant un peu good vibe, il y a aussi des vraies thématiques un peu sombres et un peu plus dures. Alors, moi, personnellement, je me rapproche plus de Breakfast Club pour plein de raisons, mais c'est vrai que dans cette idée où il y a quand même des thématiques un peu plus dures qui sont abordées, il y a aussi ce truc de. Et c'est ça qui est intéressant tu l'abordes, mais c'est aussi une quête de liberté, quoi. C'est un peu ce truc de l'eau, bah, bougez-vous et allez explorer, quoi. ouais, c'est vraiment. Bah, il le dit, le vrai monde, c'est dehors. Enfin, c'est une des phrases les plus célèbres de Ferris Bueller. C'est le vrai monde de la vie, ça s'apprend dehors. Le vrai monde, c'est dehors. Et en tout cas, personnellement, ça me touche vraiment beaucoup. C'est un des films que j'ai vu, j'ai eu la chance de voir assez jeune. Et tout de suite, immédiatement, croché à ce message-là de l'école, c'est bien sympa. De temps en temps, ça arrive il se passe des bons trucs, on apprend des choses intéressantes, on rencontre des gens. Il n'y a pas tout à foutre à la poubelle à l'école, mais la majorité de la vie, ouais, ça s'apprend au ciné, ça s'apprend au musée, ça s'apprend au détour d'une discussion avec un chauffeur taxi, avec un gardien de parking. Et alors voilà, s'il faut aller un micro défaut, c'est que par instant, c'est légèrement bourgeois, parce que ça reste comme une classe moyenne supérieure. Mais le fond du film, le fond du raisonnement qui est de juste, voilà, il fait beau, on sort et on va regarder un peu ce qui se passe dehors. Et puis sur un malentendu, c'est chouette et agréable, on va bien s'amuser. Ça peut paraître con en le disant, mais dans Ferris Bueller, il y a vraiment une sorte, il y a cette douceur et cette naïveté qui fait que le message est évident, mais évident dans le sens, oui, on veut vivre ça collectivement, individuellement, on veut s'épanouir là-dedans. Et du coup, il y a tout ce raisonnement, cette recherche que dit le film. Et comme tu l'as très bien dit, Lucas, ça passe par une palette d'émotions qui part du gag le plus absurde, rigolo, qui vraiment frôle le Chaplin, à des fois des touches de nouvelles vagues, de questionnements dramatiques. Et c'est vraiment, ça jongle la médiane est parfaite et ça jongle à la perfection. C'est mon doudou, c'est mon bonbon. Et je vous le recommande avec ma naïveté et tout le seuil de l'été de le regarder. La recette infaillible pour pigeonner les parents, c'est les mains moites. C'est un truc tout bête en fait, les mains moites. Un symptôme passe-partout. Il y a beaucoup de gens qui te diront qu'une bonne fièvre bidon, il n'y a rien de tel. Mais si t'as une mère un peu anxieuse, tu vas te retrouver vite fait chez le médecin. C'est pire que le lycée. Tu simules un mal de ventre. Et pendant que tu es recroquevillé, à pleurer et à gémir, tu te lèches la paume des mains. Ça a un côté infantile et stupide, mais le lycée, c'est pareil, non? La vie bouge très vite. Si tu t'arrêtes pas, de temps en temps, elle te file entre les doigts. Merci beaucoup Lorenzo. Roman, à ton tour, quelle est Allez. ta première reco du jour? Moi, c'est une série que je viens de finir. Je viens de finir de regarder la saison 2 ce matin et j'ai même pas vu la saison 1, mais c'est pas grave. C'est une série qui s'appelle The Rehearsal, donc la répétition en bon français. Une série de Nathan Fielder, donc, que vous connaissez peut-être pour avoir fait Nathan for You, qui est une série, une sorte de sitcom, moitié documentaire, moitié télé-réalité. Et dans cette série-là, il aidait je crois que je reprends exactement le descriptif de la série, mais il aidait les petits commerçants à surmonter leurs difficultés en trouvant des idées fabuleuses pour leur commerce. Et c'était extrêmement drôle. Déjà rien que ça, c'est hilarant, oui. C'était vraiment bien et vraiment parfaitement toujours déjanté, toujours absurde à l'excès. Enfin, je vous conseille, c'est des épisodes de 30 minutes. Et puis là, cette série The Rehearsal, c'est en fait c'est lui qui a une espèce de carte bleue illimitée de HBO et qui en fait il se dit, c'est quelqu'un de très anxieux, très stressé dans la vie, et donc il se dit, pour éviter ces anxiétés-là, il faut que je répète tout. Et en fait, il répète tout à l'avance. En fait, toutes les situations sociales qui sont stressantes pour lui, il va les répéter. Donc ça, c'est dans la saison 1 que je n'ai pas vu, mais en gros, c'est ça. Donc toutes les situations sociales qui sont stressantes pour lui ou pour d'autres gens, il va mettre en place des systèmes de dingue, autant en termes de décor, il va T'es en engager... train de dire que tu as regardé la saison 2 sans avoir vu la saison? J'ai pas vu la saison 1, mais c'est pas grave. C'est pas... Ah, d'accord. C'est déconnecté. C'est complètement déconnecté. C'était Oui. juste pour savoir si on envoyait la faucheuse contre toi ou pas. Ah non, mais c'est totalement séparé. D'accord. Il n'y a pas C'est d'histoire. justifié, c'est bon. La saison 2, par contre, raconte, en fait, dans la saison 2, il se rend compte d'un truc, il se dit, la majorité des crashs d'avion sont dus à une mauvaise communication entre les pilotes et leurs copilotes. C'est-à-dire que les copilotes ont parfois peur de prendre la parole, vu qu'il y a un truc de hiérarchie, d'autorité, entre le pilote et le copilote, et donc ils prennent pas les commandes au moment où ils pourraient les prendre parce qu'ils se rendent compte que quelque chose va pas très bien
est pas très clair et ils le font pas. Et en fait, il se dit il y a un problème à résoudre là. Et ça touche à l'anxiété, voilà, au fait de pas sentir à l'aise et tout. Et en fait, de tout ça, il tire le fil de tous ces problèmes-là. Il va rencontrer des gens de la Federal Administration aux États-Unis, de l'aviation. À un moment, il se dit, pour vous donner un ordre d'idée du budget illimité qu'il a pour cette émission, c'est qu'il se dit il est dans un aéroport et dit il faudrait que je comprenne comment les pilotes et les copilotes se parlent en fait avant pour voir quelles sont leurs relations et tout. Et c'est pas pratique dans un vrai aéroport, du coup il reconstruit l'aéroport de George Bush de Houston, je crois, de Houston ou de Dallas. Il le reconstruit en entier, vraiment dans un immense hangar à Los Angeles et il met tout en place pour pouvoir observer vraiment Il prend des vrais pilotes du coup. Il y a des vrais pilotes. Au début, il fait ça avec des acteurs. Après, il se dit c'est pas pratique. Il prend des vrais pilotes et il prend des vrais copilotes. Il se dit à un moment, il faudrait que. En fait, il faut que les pilotes puissent dire leurs pensées sans honte, sans que ce soit stressant et tout. Et donc, pour les entraîner à ça, il se dit qu'est-ce qu'il y a de plus stressant que de devoir dire à quelqu'un qu'il est recalé à quelque chose et de plus désagréable, tu vois, pour essayer d'exorciser les trucs désagréables. Donc, il organise un télécrochet. Des gens qui veulent devenir des stars, il les appelle, il dit voilà machin, et ils sont jugés. Il appelle genre 100 pilotes pour faire chacun le jury, et en fait le rôle des pilotes c'est de dire à tout le monde, au plus de gens possible, désolé ça va pas être possible, vous devez vous arrêter là, vous avez pas le niveau et tout. Et donc il crée 1000 trucs où tu te dis là c'est compliqué, dans la vie de tous les jours tu te dirais là c'est un peu chaud parce qu'il pour régler ce problème là il devrait faire ça, il le fait. Et c'est pas un spoil, mais la finalité de la série, c'est qu'il conduit un Boeing 737 avec des passagers et tout, pour essayer de mettre en scène quelque chose, le truc qu'il veut prouver. En tant que copilote, du coup. En tant que commandant, en tant que pilote. Donc il le conduit sur 2-3 heures aux États-Unis. Il fait un aller-retour entre je sais plus quelle ville et tout. Et du coup, voilà, donc ça va très très loin en termes de budget et de mise en scène et tout. Et ça soulève quand même des questions intéressantes sur en fait, il y a quand même l'ombre de l'autisme qui plane sur ça, parce que lui, je sais pas si lui est sur le spectre, mais en tout cas, il a des liens. Enfin, c'est souvent un thème qui revient, ce truc de devoir tout planifier à l'avance. C'est un truc qui fait lui vraiment dans la vraie vie. Et du coup, c'est moitié télé-réalité, moitié documentaire, moitié on sait pas trop. Et c'est vraiment dans son style assez particulier à lui, où il explique vraiment beaucoup de choses. Et très un peu pince sans rire comme ça. Et c'est vraiment cool à regarder. Et puis la démesure de moyens fait que on s'ennuie pas, quoi. Parce que vraiment, il va dans toutes les directions possibles. Et c'est impressionnant. Oh. Il engage, je sais pas quoi. C'est Mr Beast, il y avait de la sociologie. C'est un peu ça, en vrai, en termes de moyens. Ouais, c'est vrai qu'il reconstruit 15 fois l'appartement de je sais pas qui pour prouver un truc avec le comportement de tel genre. Il veut prouver que si on met quelqu'un dans un environnement... Ouais, non, c'est trop compliqué à expliquer. Je vais même pas tenter l'explication, mais il faut regarder. Et puis, tu t'es pas préparé? Non, mais c'est vraiment... C'est dur à conceptualiser, parce qu'il faut avoir tout... Si t'as pas vu les épisodes dans l'ordre, tu vas pas comprendre pourquoi il fait tel truc, et à quel point l'esprit va loin, et la démesure de moyens fait qu'il peut vraiment aller hyper loin dans les détails de trucs et tout. Mais vraiment, je recommande. C'est HBO, donc c'est sur Canal+, mais c'est aussi sur d'autres sites. Et c'est aussi des 30 minutes, les épisodes? Non, c'est un peu, 30. Le dernier, il fait 1 heure, mais oui, c'est un peu cette durée-là. C'est vraiment bien. We then recreated every detail of the space as a physical set in a warehouse a few miles from here. And with the help of a fake you, I could practice every single permutation of this interaction and have a plan for it. I mean, do you think I should say something about the doors? The actor I hired analyzed your submission video to mimic your speech patterns and psychology. Well, I got to meet with my parents. I can't remember, maybe I was about 10. How to make love all night and drive a woman wild. Yeah, that was I feel like we're gonna get along pretty well. And we tried over and over. Hi, Nathan. Hi. Hey. Nathan. Hi. Hi. Nathan. Hi. Allez, on est reparti pour ce deuxième tour de table pour nos recommandations. C'est encore une fois à mon tour. Et avant, je vous ai parlé d'un petit truc un peu feel good, un peu chaleur et tout. En fait, je me suis dit... l'été, vous savez, il y a un peu cette joie de vivre, ce bonheur qui est quand même assez important, etc. Je me disais que je vais vous parler d'un film qui va à l'encontre de ça et qui va vraiment vous briser vos vacances et en tout cas votre moment de plaisir. Je pense que c'est toujours important. Non, en vrai, je vais vous parler de ce film-là parce que c'est un film qui m'a
traumatisée depuis plusieurs mois, depuis que je l'ai vu. C'est un film qui m'a énormément marqué et je ne savais pas quand c'est que je pourrais en parler, mais je pense que c'est un peu intéressant. En plus, vous connaissez un peu mes goûts filmiques, vous savez que j'aime bien les trucs un peu expérimentaux, un peu particuliers, etc., etc. Et justement, je pense que ça peut être intéressant de justement peut-être un peu vous basculer pendant cet été, essayer un peu de vous faire découvrir un truc que peut-être vous ne connaissez pas. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Possum, réalisé par Matthew Holness. Possum, c'est un film d'horreur, donc cinéma de genre, film d'horreur alternatif, on pourrait dire. C'est un peu un cinéma expérimental, voilà, thriller expérimental, qui nous raconte l'histoire justement de Philippe, un marionnettiste qui en fait va revenir dans sa maison d'enfance avec une marionnette dans son sac, une marionnette un peu bizarre, et il va se passer des choses. Je pense que le scénario ou l'histoire, je vais un peu la laisser comme ça, parce que la grande particularité de ce film, c'est sa bizarrerie. Justement, c'est un film expérimental, donc c'est pas vraiment un film qui a une narration très classique. C'est un film qui est un peu basé sur le ressenti. C'est un film qui est basé sur donner au spectateur cette sensation de regarder quelque chose de bizarre, regarder et d'avoir cette sensation d'anxiété, cette sensation de mal-être constante, sans forcément avoir besoin de passer par des processus filmiques très rentre-dedans. En fait, il y a une espèce de, pas de poésie, mais une espèce de calme un peu général dans le long métrage, un peu poétique, mais une poésie malsaine, une poésie noire, une poésie sombre, une espèce de sensation de tranquillité, mais une tranquillité où il y a véritablement les démons du personnage qui apparaissent. Et en fait, tout le film est vraiment basé sur cette expérience visuelle à plein d'instants. C'est-à-dire, pour moi, en termes de mise en scène, c'est juste magistral en termes de mise en scène. C'est vraiment dans le style que le film a. C'est quelque chose de très particulier et je pense que c'est peut-être un peu son défaut aussi d'un certain côté, c'est peut-être son accessibilité. C'est quelque chose de particulier à regarder, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est quelque chose où le processus filmique qui est mis en place est très différent de la grande majorité des œuvres horrifiques que vous allez voir. C'est quelque chose qui va prendre son temps, c'est quelque chose qui va pas avoir peur de filmer un mec avec sa valise pendant plusieurs minutes juste qu'il se déplace quelque part. Le fait de filmer des décors ou autre, par contre, cette ambiance générale anxiogène qui te renferme dans quelque chose, c'est extrêmement puissant et ça en arrive à des moments où en fait on va tout simplement filmer des choses, mais vraiment te filmer tel quel des choses, vraiment visuellement, par des plans fixes des fois, d'une simplicité absolument monumentale, mais ce qu'on voit à l'écran est effroyable. Et moi, j'en parlais un peu au reste de l'équipe juste avant, mais je l'ai dit, c'est vraiment été un traumatisme pour moi par plein d'instants. J'en ai pas dormi pendant plusieurs jours, pour vous dire. Donc c'est vraiment un film qui m'a fait du mal. C'est un film où, en fait, par beaucoup de moments, je devais mettre ma main devant l'écran pour pas voir ce que je ne voulais pas voir, parce qu'en fait, la montée en tension et la montée d'épouvante que je voyais me faisait beaucoup trop peur. Et encore une fois, là, je le dis comme si on voyait des trucs violents, si on voyait des trucs hyper intenses. Non, en fait, des fois, c'est juste un regard, en fait, qui est effroyable. C'est juste un plan fixe. Le fait de fixer une créature, parce que, en fait, j'en parle pas beaucoup et je veux pas vraiment spoiler, mais juste pour le dire très simplement, parce que c'est ce qui est montré dans les affiches ou autres, la marionnette a des pattes d'araignée. Le visage ou le corps même de cette créature, je vous laisserai la découvrir dans le film, ou si vous n'avez pas envie de voir ce film, je vous laisserai regarder, vous tapez Possum marionnette, vous allez voir la gueule qu'a ce truc, c'est glaçant. C'est vraiment ce qu'on ne pouvait pas imaginer que cette marionnette allait être, et bah c'est pire. Moi, il y a un truc qui me parle dans ce machin, qui est lié au regard, qui est lié à plein de choses, qui est lié à une simplicité aussi, qui fait que c'est terrifiant. C'est un film qui est terrifiant par ses images. C'est un film qui réussit à faire quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans le cinéma d'horreur. C'est que des fois, t'as pas besoin de faire, je sais pas combien de mouvements de caméra, combien de positionnements, de prendre 10 minutes à placer, à poser quelque chose. Des fois, tu as juste besoin de mettre une image pour que ça te terrifie et que ça ancre cette image sur ta rétine et dans ton cerveau à vie. Et c'est exactement ce que le film arrive à faire dans cette ambiance complètement malsaine. Et moi, ça, je trouve ça génial. En plus de ça, pour ajouter ce côté un peu malsain, alors déjà, je vous invite chaleureusement, alors je le recommande pas souvent, mais là, je peux vous le recommander, d'aller regarder la page Wikipédia du film, qui est très intéressante parce qu'en fait, elle va
bien loin dans la diésèse de pourquoi ce film a été créé et qu'est-ce que signifie ce film au plus profond. Parce qu'il y a un message dans le film, c'est un film qui est profondément cérébral, qui est profondément un truc qui parle de démons, qui parle de psychiatrie, qui parle de psychologie. Mais par exemple, un des gros points importants du sous-marin du film, d'une certaine manière, si vous voulez pas avoir mon analyse, vous pouvez passer à la prochaine reco de Lorenzo, allez-y. Mais pour vous dire un peu, un des sous-marins du film, ça parle de pédophilie. Le personnage principal, même si ça n'est pas montré directement dans le film, on te fait comprendre par l'analyse filmique que c'est un personnage qui a des démons, qui a vécu des démons, et la marionnette est une représentation de ces démons qui surgissent. Et la manière dont est fait le film est hyper intelligente, hyper bien mise en scène dans la manière dont c'est fait, et ça te donne envie en fait après coup, après avoir vu le film, de revoir le film avec cette grille d'analyse là, de dire que cette marionnette c'est lui, cette marionnette c'est une partie de lui qui se dégage, et tout d'un coup le film devient encore plus glaçant parce qu'en fait on suit un personnage qui est un monstre d'une certaine manière, mais en même temps le film se permet de montrer l'histoire de ce personnage-là et de montrer la souffrance que ce personnage-là subit, de montrer les souffrances qu'il a eues avant dans sa jeunesse, ou en tout cas de t'en parler, pas de te les montrer. C'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que jamais on te les montre, on va t'en parler, on va pas te les montrer. Notamment avec le personnage justement de Maurice, qui est la représentation de cette violence que subit le personnage de Philippe. Et bah du coup, on va t'en parler, et on va comprendre, ou en tout cas, ça va donner la base initiale de comment ensuite le personnage de Philippe va d'une certaine manière devenir un monstre. Bref, Possum, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui va peut-être laisser beaucoup de gens sur le carreau, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont entrer dedans et se dire mais c'est quoi ce truc de malade, c'est quoi ce truc de fou, c'est quoi cette atmosphère de anxiogène, de crasseux, de froid, etc. Et c'est vrai que c'est un peu rigolo de se dire que je vous propose ça en été, mais je pense vraiment que si vous voulez avoir une expérience particulière dans cet été, je pense que Possum, ça fait vraiment partie de ces trucs-là. C'est un film à tout petit budget, c'est un film qui vient du Royaume-Uni, c'est un film d'1h30, c'est un film qui est sorti au départ au Royaume-Uni en 2018. Il y a eu beaucoup de complications pour arriver justement en terre francophone, machin. Il y a eu quelques distributions par la suite, mais bref... Sachez qu'il est disponible sur Shadows, c'est une plateforme de streaming, on en vous a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, c'est vraiment une plateforme qui est méga chouette, qui permet de découvrir des pépites comme ça. Encore une fois, c'était un film qui n'était pas accessible pendant longtemps, là maintenant c'est un film qui est accessible, que vous pouvez découvrir. Franchement, découvrez cette espèce de petite pépite horrifique que vous n'allez pas voir ailleurs. Vraiment, c'est un truc spécial, c'est un truc que vous ne verrez nulle part ailleurs, c'est une véritable petite pépite malaisante, puissante, qui va tout simplement vous transporter, qui va tout simplement vous marquer. Et vraiment, je vous invite chaleureusement à découvrir ce truc si vous en avez le courage. Allez, on enchaîne. Lorenzo, à ton tour, qu'est-ce que tu vas nous parler encore comme deuxième petite recommandation? Là, on est sur une chaîne YouTube, du YouTube ciné, en fait. Je pourrais vous parler de Thalès from the Click, qui est déjà, je pense, un des youtubeurs francophones qui parle de ciné sous tous ses aspects le plus connu. Puis un de mes préférés, j'adore vraiment le travail de ce gars. Ça fait plus de 10 ans qu'il est sur YouTube et il déçoit toujours pas, il décevra, je pense, apparemment jamais. Mais vous connaissez sûrement peut-être déjà. Je pourrais vous parler de JDG, un classique parmi les classiques le plus connu, je pense, des youtubeurs jeux vidéo, mais aussi cinéma. Du coup, ça touche très, 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 très souvent au cinéma. Et en fait, je voulais vous parler de Not Serious. Peut-être, Lucas, ça va te parler. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et en fait, ça m'a fait penser à cette chaîne parce que c'est, je pense, un des rares encore. Je suis vraiment, j'ai regardé à l'instant, je suis près de 400 chaînes sur YouTube. C'est encore une des rares où quand il sort une vidéo, je suis vraiment content. Je me dis, ah putain, mais
Là, j'ai une vidéo dans ma watchlist et je vais vraiment passer bien un bon 40 minutes à vraiment me marrer, à regarder un gars faire des gags pas possibles, avoir des vannes pas possibles à la seconde. Et comment décrire en fait, il revient sur plein de films et il revient quasiment presque scène par scène. Et mais des nanars pas possibles, des trucs. Récemment, il a un peu fait parler de lui parce qu'il a fait Arthur Malédiction. Il a fait des trucs. Génialissime. Des trucs avec Van Damme. Il a un running gag avec Pee-wee. Pee-wee Big Adventure. Enfin, c'est un truc assez connu aux États-Unis. Pour nous, c'est totalement inconnu. C'est un personnage assez célèbre. Ou des trucs genre Projet Blair Witch 2, la suite. Enfin, le truc. Il revient sur des nanars, des trucs inconnus et claqués qu'on regarderait même pas tellement c'est 3e, 5e zone ou série B, série C. Et il te rend ça tellement drôle, il revient sur toutes les incohérences du film, sur tous les problèmes de production, de montage. Et c'est mais divertissant au possible, c'est drôle, mais c'est vraiment très très drôle. Il y a des gags, ça va très très loin. Je trouve, et en plus, il a un style comique qui lui est très très propre. Ouais. Il a vraiment une capacité à maîtriser le gag, le rebondissement, il maîtrise l'humour, il sait construire une vanne, il sait la construire dans le temps aussi. Il a des running gags qui fonctionnent même dans la chaîne, des années après. Et puis tu sens que c'est un amoureux de cinéma. Genre vraiment, il aime le cinéma sous tous ses aspects. Les films les plus connus, classiques et avec la plus grande notoriété possible. Et autant les trucs mais foireux et déglingués que personne regarderait, qui ont... une étoile Letterboxd, ou 1 sur 10, 1 sur 100 sur IMDb, et c'est ça dont il va parler. Et il va en parler avec beaucoup d'amertume, d'aigreur et de colère, autant qu'avec beaucoup de sincérité et d'amour. Et puis en plus, des fois, ces derniers temps, plus son travail avance, plus ses vidéos avancent, plus il arrive en plus à aller un peu plus loin et puis dépasser un peu le film, puis parler, je sais pas, de petites problématiques. En fait, il y a des personnages qui construisent ces gags, qui en fait il va commencer à créer un univers, voilà. Il va apporter de la profondeur à ces personnages, des doutes, des questions, comme a fait par exemple JDG avec David Goodenough, où ça a commencé comme un gag et c'est devenu quelque chose de très sérieux, autant drôle que dramatique. Notre Serious, il a la même chose et ouais, c'est du cinéma, mais c'est vraiment une manière, c'est assez classique. Par exemple, comment il s'appelle déjà, il y en a un autre qui fait ça, qui revient sur des films un peu claqués, le Belge, là, j'ai oublié son nom. Matt se fait des films. Ah oui. C'est pas très loin, c'est le même concept. C'est un gars qui parle de films un peu claqués, puis il fait des vannes là-dessus. Et Matt se fait des films, c'est assez chouette au demeurant, mais je trouve que Not Serious, c'est extrêmement drôle. Et il va vraiment prendre des films, pas un peu claqués hollywoodiens, genre, je sais pas... il a fait le truc avec Willy Wonka, là, le dernier Wonka, des bouses pas très appréciées. Non, là, on va vraiment dans le film niche débile que tu connais pas, et en plus, on va se marrer ensemble. Il a fait la vanne, il a construit la vanne, il a décortiqué, il te l'a présenté sur un plateau, puis tu te vannes à la minute. C'est drôle, c'est vraiment très, très, très drôle. Et ouais, du coup, ça m'a fait penser, quand on a parlé de ce concept d'émission et de qu'est-ce qu'on pourrait recommander, j'ai très vite pensé à lui, parce que c'est vraiment... Comme je vais me répéter à nouveau, mais vraiment, c'est un des rares, et j'adore plein de gens sur YouTube, il y a vraiment des travails formidables, cinéma, pas cinéma, drôle, pas drôle, mais lui, c'est un des rares où quand il sort un truc, j'ai vraiment ce truc de... Ah, c'est plus que... Ah ouais, chouette, il a fait une dernière... Machin a fait une dernière vidéo. C'est un événement. C'est un événement, Ouais. ça vraiment, ça m'illumine. Je me dis, mais... Ah, là, ça va être bien, ça va être très, 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 très bien. Ouais. Et j'ai pensé, en fait, je vais même plus loin dans la réflexion, sa dernière vidéo, ou une des dernières, je sais plus, un moment, je regardais une de ses vidéos. Oui, il a fait un truc sur un film de Noël nanardesque, pas possible. Ouais. Et je me marrais tellement, et je me suis dit, mais je serais prêt à payer, tu vois. C'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Et je me suis dit, c'est tellement bien que si on me demande de l'argent, s'il vient avec une carte bleue, une machine à carte, et il me dit, ah, désolé, c'est 10 balles. Je fais, mais je paye tes 10 balles. J'ai tellement été diverti. Et je vous recommande, voilà, ce soir, pendant l'été. L'été, c'est merveilleux. Faites ça sur votre balcon, si vous avez la chance d'avoir un jardin. Et c'est drôle. Alors que le mec est vraiment pas très connu par rapport au YouTube en général, YouTube Ciné, etc. Il a pas autant d'abonnés moi, je que connais ça. pas. Il a pris 200 000. Il a 200 000 Alors maintenant. que je pense que c'est peut-être l'un des plus grands auteurs qu'on a actuellement dans l'audiovisuel, ou en tout cas vidéaste, YouTube. Malheureusement, etc. j'ai pas retenu son prénom. Je me suis un peu pris à la dernière. Donc,
Disons Alain. Disons Alain. Il se reconnaîtra s'il nous écoute, et puis vous le reconnaîtrez si vous regarderez ce qu'il fait comme travail. Ça s'appelle Not Serious, je répète. Et vraiment, j'ai commencé à le suivre. Il a vraiment très peu d'abonnés, je pense à peine 50 000. Et je trouve ça fou parce que c'est vraiment, tu sens le gars seul dans son patelin, avec aucune rancœur. Qui d'ailleurs est pas très loin d'ici, hein. Il est dans le. Je crois qu'il est dans le Jura. Ouais, dans le Doubs, Jura ou en Haute-Savoie, un truc comme ça. Plus côté du Jura, je crois. Oui. Mais oui, effectivement, pas très loin. Et tu sens que le gars, il est vraiment passionné de cinéma, il est passionné d'audiovisuel, il est passionné de vidéo. Il s'est chauffé tout seul, quoi. Tu sens que ses premières vidéos, c'est un gars, il s'est dit, mais tu sais quoi, j'ai envie de partager mes blagues, j'ai envie de partager mes pensées, mes raisonnements. C'est un mec passionné qui veut créer. Et voilà. Et là, maintenant, il a une jolie, belle communauté de 200 000 personnes, ce qui est vraiment pas dégueu, et il mérite beaucoup plus. Puis il a déjà assez de moyens, il commence à avoir du sponsoring, de l'argent, le CNC, donc il commence à avoir des moyens de la production pour faire des trucs vraiment pas déconnants et assez chouettes, mais il garde quand même vraiment le fond du fond de ce qu'il fait depuis maintenant, je pense, plus de 5 ans à peu près. De l'absurdité, mais un raisonnement d'absurdité. Ça me fait des fois penser, voilà, si je peux vous donner une référence cinématographique pour un peu vous orienter, vous rendre compte de son type d'humour, c'est très proche de ce que fait les As avec y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic pour sauver telle ou telle personne, ou les Monty Python. Ce truc vraiment, mais c'est la blague qui dépasse la blague, qui dépasse la blague, qui dépasse la blague, et c'est un puissant fond d'humour et de débilité et d'absurdité. Puis en fait, il prend un matériel qui est déjà assez délirant, débile, nul, nanardesque, et il dépasse ça. Enfin, c'est pas juste, avec tout le respect de Matt pour ses faits des films, vraiment on va dans un level, c'est pas juste oh là là, absurdité, c'est on crée une vanne qui va ensuite créer une vanne qui va tomber sur une autre vanne, puis on va faire des arcs pas possibles. Et avec du coup, JDG, ça me fait aussi penser, mais JDG, ça s'est professionnalisé, ça a eu un autre ton, ça a une autre tournure qui est très bien, j'adore aussi. Mais là, on est vraiment dans une essence d'un truc que je vous recommande vraiment. Là, cet été, je pense, YouTube, Not Serious, c'est francophone, même si le nom de la chaîne est anglaise. En anglais, c'est assez délirant, je trouve. Enfin, délirant dans l'écriture, dans l'absurdité de la chose. Quand soudain, Juanpa, un mec à la maxi tête à claque et au jeu d'acteur en plaque au plâtre, entre dans la chambre sans frapper pour demander du lait d'amande, c'est drôle, ensuite ils reprennent leur petite affaire et cette fois c'est une fille qui vient le filmer à son insu et le menace de poster la vidéo sur Twitter, mais Logan lui saute dessus pour l'en empêcher. Fais des phrases plus longues, connard. Wow, inspecteur Neureuch, brigade des forts accords de Villefranche de Rouergue. Pouvez-vous me dire qui est cette personne? Une cascadeuse? Exact. Moi, j'y vois plutôt Steven Tyler. Et le prix des cartouches d'encre. Et puisqu'apparemment c'est hilarant... Wow, j'ai pas terminé. Vous voyez cet aperçu de la vidéo cet aperçu de la vidéo du tweet de la fille? Eh bien, ça ne correspond pas du tout aux images qu'elle a filmées. Ne me remerciez pas. Ok. Mon Roman, du coup, c'est à ton tour. Cette fois-ci, c'est toi qui vas nous présenter quelque chose. Alors, tu vas nous présenter plus que quelque chose. Tu vas nous présenter même un programme d'une certaine manière pour ta dernière reco de la journée. C'est un peu ça. Pour mes Genevois et Genevoises sûrs, les vrais, comme on les appelle dans le milieu. Il y a ce cinéma qui s'appelle Cinéma du Grutli. Est-ce qu'on peut peut-être en parler aussi un peu de ce cinéma du Grutli pour les gens qui ne sont pas genevois? Qui est une vraie dinguerie. Pour nous, c'est important. Un haut lieu du cinéma d'arrêt d'essai, on va dire, qui aussi programme énormément de rétrospectives, de vieux films, de films en tout genre, qui a souvent aussi des événements avec des réalisateurs, réalisatrices, des gens du cinéma qui viennent parler de leurs films. Et puis, ils ont cette tradition de faire des grandes rétrospectives l'été et l'hiver. Et donc là, la grande rétrospective de l'été, elle est assez cool, je trouve, puisque c'est les années 40 et 50, films cultes des années 40 et 50. Donc, ils ont déjà fait plusieurs décennies. Ils vont un peu à rebours. Ils ont déjà fait les années 90, 80. Et puis là, ils sont dans les années 40, 50. Et il y a vraiment un programme assez beau. Il y a presque une centaine de films sur l'été. Et de tout pays, tous horizons confondus. Il y a autant des films américains des années 40, un peu classiques dans le style du film français classique aussi. Puis après, les années 50, c'est aussi le début des choses un peu plus expérimentales, néo-réalistes. Voilà, il y a vraiment tous ces styles qui se mélangent. Donc c'est une période vraiment intéressante. Et puis il y a vraiment presque une centaine de films, donc ils passent tous 2 fois en tout cas pendant l'été. Et autant des grands classiques, des Hiroshima mon amour, je regarde un peu, mais Chantons sous la pluie, Casablanca, enfin ce genre de films vraiment des grands classiques, mais que c'est toujours cool de revoir sur grand écran et dans des très bonnes conditions. Et aussi des films un peu moins connus, aussi des courts-métrages.
des documentaires. Enfin, il y a vraiment une très belle sélection. Et puis en parallèle de ça, ils ont aussi l'autre cycle qui s'appelle L'été au cinéma du Grutli et qui est en fait d'une part la rétrospective de l'année écoulée, donc avec, du début de l'année en tout cas, de la première moitié de l'année, avec du coup des films récents qui sont passés récemment mais que vous avez peut-être loupé, The Substance, Deux Sœurs, All We Imagine As Light, voilà, Nosferatu, un peu des films qui sont sortis il n'y a pas très longtemps mais qu'on repasse cet été, et des documentaires, des films un peu différents. Il y a Pink Floyd The Wall, il y a I'm Not There sur Bob Dylan, il y a plein de choses, il y a The Lighthouse, c'est pas du tout un documentaire, mais il y a aussi plein d'autres films pas forcément récents et voilà, juste des films cool. Je sais pas sur quoi ils basent leur programmation, si ce n'est des films cool. Enfin voilà, mais c'est très réussi. Il y a A Serious Man, Basic Instinct, enfin vraiment une très belle diversité de films. Et puis c'est toujours agréable de soutenir les cinémas indépendants. C'est vraiment un des hauts lieux de la culture genevoise en été, je trouve, et qui permet de voir vraiment des films. De toute façon, tout le reste de l'année, c'est aussi ça. Mais l'été, ils mettent vraiment le paquet sur la programmation, presque un peu trop, je dirais peut-être un peu moins de films pour mettre un peu plus de séances. Ce serait, pourquoi pas, une option. Mais ils n'ont pas de limite. Ils peuvent c'est ça. tout mettre. Mais c'est cool parce que ça permet vraiment de voir des films qu'on verrait pas ailleurs difficilement, ou en tout cas difficilement sur grand écran. Donc voilà, si vous êtes dans la région, à Genève, de passage cet été, n'hésitez pas à regarder la programmation des cinémas du Grutli. Et puis peut-être on peut se permettre aussi, parce qu'encore une fois je pense aussi à la grande majorité de notre public qui n'est pas genevois, parce que c'est vrai que l'importance de ce cinéma-là pour nous, parce que c'est vrai que dans pas mal de villes de France, il y a beaucoup de cinémas d'art et d'essai, il y a beaucoup de lieux où en fait vous pouvez voir justement des œuvres culturelles du patrimoine, des œuvres plus compliquées à trouver, voilà, il y a souvent dans des grandes villes comme Nantes, Paris, Toulouse, Lyon, vous allez avoir beaucoup ce genre de trucs. À Genève, il y a eu besoin de gens qui se battent pour tenir justement des lieux comme ça. Et le cinéma du Grutli fait partie de ce genre d'endroit un peu historique, où en fait, d'une certaine manière, des gens ont dû se battre pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai que pour Genève, qui encore est un haut lieu de la culture quand même suisse d'une certaine manière, et ben pour nous c'est quand même un peu compliqué, il faut le dire. Et c'est vrai qu'on peut quand même faire un big up aux copains du Grutli qui du coup arrivent à faire perdurer, on va dire, ce cinéma-là, ce cinéma de patrimoine, ce cinéma qu'il ne faut pas oublier, et que surtout je pense qu'on est nombreux autour de cette table à avoir aussi découvert notre cinéphilie à partir de cet endroit-là aussi, de pouvoir avoir vu, je sais pas moi, Hiroshima mon amour, d'avoir pu voir Playtime de Tati, pouvoir avoir vu des œuvres du passé, mais en bonne qualité. De vivre, c'est ça. Des Hitchcock, L'Exorcisme, moi c'est la première fois que je l'ai vu, c'était là-bas, dans une qualité incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert 2001 l'Odyssée de l'espace là-bas, dans un vrai cinéma, et ça c'est un privilège énorme. C'est surtout ça, c'est que je l'avais déjà vu avant chez moi en DVD sur une télé, et c'est déjà très bien, mais vraiment le voir au cinéma, et c'est de la folie. Puis c'est le genre de cinéma qui permet, qui propose ça. 2001, je crois qu'ils le diffusent 1 ou 2 fois par année, mais ils ont une diversité, une variété de programmes qui fait que tous les jours il y a à boire et à manger, qui fait vivre le cinéma tout simplement, qui fait découvrir le cinéma à tout le monde, qui fait vivre. Et puis à Genève c'est le Grutli, et puis comme tu as dit à Paris vous êtes servi à boire et à manger, mais quand même profitez dans vos villes respectives de ce genre de cinéma là, qui sont pas des grosses chaînes, qui sont pas Pathé, Gaumont et compagnie, et qui essayent, qui osent, qui ont les moyens qu'ils ont pour essayer en tout cas de diffuser quelque chose. Par exemple à Lausanne il y a le Capitole, ils ont beaucoup plus de moyens, mais c'est dans cet esprit-là, c'est dans cet esprit de montrer et diffuser des choses qui sont moins trouvables, moins facilement trouvables, et qui méritent le coup d'œil, ou même à l'opposé des classiques, mais qui sont aussi difficilement trouvables. Et puis ça permet de se réunir, absolument. De voir un peu du monde, de reconnaître un peu, de se reconnaître entre nous, et d'apprécier, en plus en été au frais, en plus le Grutli c'est en sous-sol, donc c'est parfait, c'est le lieu où il faut être. The place to be. C'est vrai. Et ça nous permet du coup d'enchaîner avec notre dernière recommandation, d'ailleurs une recommandation un peu commune avec Lorenzo, parce que quand on était en train de préparer l'émission, on s'est rendu compte qu'on avait envie de parler à peu près de la même chose. En fait, on va vous parler, alors je vais commencer un petit peu à en parler, mais parce que on va pas vous parler d'un film, on va pas vous parler d'une œuvre, un peu comme Roman justement, on va plutôt vous parler... C'est dans la lignée de ce que dit c'est ça, Roman. C'est un peu un concept, on va dire, et en fait, on voulait vous parler un petit peu du cinéma en plein air. Alors pour ceux et celles qui voient pas tellement le principe, le cinéma en plein air, c'est le délire tout simplement,
comme son nom l'indique. C'est dans le nom, hein. Oui. De faire des C'est assez dur de pas voir le principe. Là. Non, mais peut-être, Faut un on peu ne de sait mauvaise foi pas. pour pas voir le principe. Tu sais, je comprends pas. Peut-être qu'on pourrait projeter dans le vide, il n'y aurait pas de toile pour réceptionner. Peut-être. Il Peut-être est dans l'air et quoi, on doit le projette. choper. enfin. Et voilà. Non, mais je ne comprends pas, en fait. Veuillez un peu définir vos propos. Non, mais en fait, le cinéma en plein air, voilà, c'est l'idée de faire des projections communes dans un espace public et de le faire accessible un peu à tout le monde pour que tout le monde puisse voir le film. Alliance Cinéma, on vous pèse. Et allez, bam! Ça fait plaisir, un peu de poésie en été, c'est toujours important. Mais voilà, l'idée, c'est justement de faire ces espaces-là. Et en fait, nous, ce qu'on voulait peut-être un peu vous rendre attentif d'une certaine manière, c'est qu'il y a plein de ces trucs-là autour de vous. Et en fait, le concept même de justement ces cinémas en plein air, ou alors de ce qu'on appelle les ciné-transats, alors j'en reviendrai un petit peu après dans la ville, tu prenais l'exemple de Genève, mais du coup dans notre ville à Genève, c'est justement ces espaces-là où tu viens avec un transat, tu te poses devant une méga toile blanche, et puis tu mates ton film tous ensemble et toutes ensemble. Et en fait, c'est un peu ce truc-là qui... Je pense que c'est important d'en parler en été parce que ces cinémas en plein air arrivent à capter l'un des trucs les plus importants dans le cinéma, à savoir que le cinéma est un art collectif qui doit se vivre collectivement. Et le fait de trouver un espace où beaucoup de gens viennent au même endroit, tous ensemble, et qui vont vivre au même moment l'œuvre collectivement et ressentir l'œuvre collectivement, ça fait que c'est quelque chose d'assez fantastique. Personnellement, depuis ces quelques années, alors chaque année, je vais justement au Ciné Transat, qui est du coup organisé à Genève pendant la période de juillet-août. Je vous invite d'ailleurs encore une fois, pour ceux et celles qui sont pas loin de Genève, d'aller voir ça, mais je vous invite du coup à aller regarder tous les programmes qui sont un peu autour de vous pour voir si vous en trouvez un autre. Il y a ce sentiment, moi, depuis toutes les années que j'y vais, de vraiment ressentir cette capacité à vivre collectivement l'œuvre et ensuite d'en discuter. C'est génial ce côté d'arriver à un endroit, de prendre ton petit pique-nique, d'être posé et de mater ton film. Et à la fin du film, de discuter de cinéma. Et bon Dieu, ça c'est un truc qui manque tellement, même dans les salles de cinéma, des fois c'est compliqué de pouvoir après interagir avec d'autres gens après la projection. C'est-à-dire, le cinéma, c'est fait pour être discuté aussi. Et c'est ce qu'on essaye de défendre aussi un peu dans cette émission. Et dans les cinémas en plein air et dans les ciné-transats, on retrouve exactement ce truc-là, quoi. On est posés tous ensemble, on vit l'œuvre tous ensemble. Moi, j'ai vu des réactions géniales, des hilarités communes, des applaudissements au moment où il ne faut pas applaudir, mais ça crée quelque chose de comique. Bref, tout ça fait que ça a une capacité énorme. Et encore une fois, en plus de tous ces éléments-là, de vivre le cinéma en tant que tel, ce qui est génial, c'est que c'est une forme de cinéma hyper accessible. C'est-à-dire, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Et par exemple, je prends juste la programmation du Ciné Transat, que d'ailleurs je me permets de faire un très gros big up si vous nous écoutez, parce que vraiment, vous faites un travail vraiment magnifique chaque année. On a des programmations qui sont méga variées. Pour ce qui est du Ciné Transat, on a à la fois du grand classique, donc on a cette année par exemple les Bronzés font du ski, on va avoir notamment du Terminator 2, on va avoir du Lost in Translation, on va avoir du Pulp Fiction, on va avoir La Mort aux trousses, et aussi évidemment Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mais on va aussi avoir des œuvres un peu plus d'auteurs qui sont peut-être un peu moins connues, à savoir Bottoms, que Théa vous avez déjà parlé dans une ancienne émission. On va avoir Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. On va avoir Ninja Baby qui était passé un petit peu dans les salles, qui parlait justement de la question de l'avortement. On va avoir Marinette aussi qui est assez intéressant. On va avoir La famille Asada. Mais on va aussi avoir des œuvres qui sont très grand public. Par exemple, on va avoir Everything Everywhere All at Once qui te permet vraiment de déconner avec tes potes et d'être méga bien. Tu vas avoir Ma vie de courgette qui est du coup un film suisse de stop motion qui avait marqué justement le cinéma et justement été aux Oscars. Évidemment, Terminator 2, un des meilleurs blockbusters de l'histoire du cinéma. Et... Ben voilà, en plus toi t'as un truc que t'adores et c'est génial. On a aussi le Mitchell versus les machines qui ça est un truc sous-coté mais c'est extraordinaire. C'est on génial, a E.T. c'est très cool. Ça tu l'as vu aussi, ouais. C'est génial, faut aller le voir. Si vous avez une date, allez voir et même en général voyez ce film-là. Bref, il y a une panoplie de films qui sont juste géniaux, d'une très grande diversité et qui fait que c'est peut-être même l'essence du cinéma qui fait plaisir, quoi, qui fait juste plaisir. Ouais, et oui, en préparant cette émission, on s'est rendu compte qu'on avait grosso modo la même recommandation. Enfin, Lucas, c'était plus généralement les ciné en plein air. Moi, c'était plus spécifiquement un ciné en plein air, mais qui, pour moi, j'ai l'impression en tout cas, qui est le plus grand, le plus important, le plus réputé d'Europe, qui est, parce que je reviens de Bologne, et j'ai eu l'occasion de découvrir et d'apprécier Sotto le Stelle, qui est du coup la programmation bolognaise de ciné en plein air fait par la Cinémathèque italienne à Bologne, sur la place majeure, sur la Piazza Maggiore.
Et c'est monumental. C'est vraiment un écran gigantesque. C'est près de 2000 places. C'est un son d'une qualité folle. C'était la première chose dont j'ai été surpris. C'est de voir qu'en extérieur, on arrive à apporter un son d'une qualité, de cette qualité-là. Et c'est fou. C'est fou comme j'ai eu ce sentiment de me dire déjà, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Et la programmation était magnifique. On a eu... à titre personnel, j'ai pu voir là-bas, revoir en l'occurrence Rencontre du troisième type, la course, la course à l'or pas du tout, La Rue vers l'or de Charlie Chaplin, avec en plus un orchestre live, un orchestre symphonique présent sous l'écran qui jouait mais avec une synchronicité folle. Enfin, c'était génial. Et c'est gratuit. Puis comme dit Lucas, il y a vraiment ce truc. En plus à Bologne, j'étais particulièrement surpris de voir qu'on vivait le film, mais qu'on respectait le public, où on n'était pas là, à trinquer des bières, manger des pizzas et avoir des chiens, des bébés qui pleurent, enfin des chiens qui aboient et des bébés qui pleurent, ou peut-être l'inverse. Peut-être un peu mieux. Ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens. Mais il y avait vraiment une... Oh, j'ai marché dans une merde. Voilà, ce genre de trucs qui peuvent te parasiter un film, qui peuvent exister, hein, il faut aussi se le dire, le côté plein air, le côté convivial fait que par instant, voilà... On subit d'une certaine manière un peu le public, mais dans l'autre sens, comme l'a si bien dit Lucas, on vit ensemble collectivement quelque chose. Et quand c'est avec 2000 personnes, c'est assez fou. Quand on rit à 2000, quand on a peur à 2000, et puis je pense, en fait, je voulais vous parler de Bologne en vous disant, si vous traînez en Italie, vous faites un road trip, passez par Bologne. Et si c'est en été, en l'occurrence, parce que c'est un peu le thème de l'émission, c'est ce qu'on peut faire et voir en été autour du cinéma. Passez par Sotto le Stelle, parce que c'est vraiment une très très belle programmation. C'est vraiment une expérience, c'est vraiment une autre manière de concevoir le cinéma. Que vous soyez seul ou en groupe, en famille, il y a tout le temps un bon film. Tous les soirs, il y a une sélection de fous, modernes, anciens, récents, classiques, inconnus, peu importe, c'est gratuit. Même si vous ne connaissez pas, allez-y. Et ils ont ce luxe aussi, étant la Cinémathèque italienne, d'avoir du coup des contacts et du coup par exemple d'avoir présenté il y a moins d'une semaine par exemple Brasil avec Terry Gilliam qui vient présenter son film, et la veille il y avait 3 hommes et un couffin avec Colin Serrault qui est venu présenter son film, et quasiment tous les films on a le réal qui est là souvent, très fantastique. Souvent il y a le réal, et si c'est pas le réal, par exemple Charlie Chaplin, on a eu c'est compliqué d'avoir le réal, je pense. C'est compliqué, mais on a eu une experte qui est venue nous parler de l'œuvre de Chaplin et du coup de le mettre en parallèle avec ce qu'il a fait contre le fascisme. Et c'était super intéressant et inattendu d'avoir quelqu'un qui nous dit, vous allez voir un Chaplin, en l'occurrence c'était pas dictateur, mais elle a dit, elle a fait retracer sa biographie. Et juste après, tu as le chef d'orchestre qui va te parler pendant 10 minutes de ce que ça fait de diriger un orchestre, et plus particulièrement de la difficulté que c'est d'être synchronisé avec le film et de toujours, c'était fou, je m'attendais, il y a 1 heure à peine, je pensais pas que ça m'intéresserait, je pensais même pas que ce type-là serait là sur scène à me parler de ça, et en fait, c'est passionnant, parce que le gars, il te dit, j'aime ce film, j'aime mon orchestre, et je vais vous parler 10 minutes de qu'est-ce que mon travail, et t'as ça quasiment toutes les séances, tous les soirs, c'est fantastique. Peu importe le film, peu importe la programmation, et je trouve, pour du coup rejoindre ce que dit Lucas, c'est l'apothéose, en tout cas c'est la barre maximum à ma connaissance de ce qui peut se faire avec ce genre de concept de cinéma en plein air. Et quand c'est pris par les pouvoirs publics, quand c'est pris par la commune, quand c'est pris par la Cinémathèque italienne, et qu'on met autant de passion, de moyens, on met une équipe tout autour, et qu'on donne ça, on vit ça collectivement, j'ai envie de voir ça tout le temps, partout, j'ai envie que toutes les villes, tous les endroits Et du coup, voilà, je fais un appel dans le vide à toutes les collectivités locales, que ce soit des petites communes de 500 habitants, 1000 habitants, 10 000 habitants ou des villes. C'est bien, faites ça. C'est vraiment, j'ai vu des gens, des familles, des profils sociaux, des gens, des touristes qui sont venus découvrir des films parce qu'ils étaient de passage à Bologne, parce qu'ils vivent à Bologne, parce qu'ils n'avaient rien à faire. Moi, je suis allé voir 3 hommes un couffin seul parce que j'avais rien à faire un dimanche soir et j'ai passé une super soirée. Et collectivement, avec des potes, on allait boire des bières devant Rencontre du troisième type et c'était super. Et c'est vraiment le climax, l'apothéose du partage collectif, de vivre ensemble ce qu'est le cinéma. Et quand on met le temps, l'argent, les moyens, une équipe, on peut vraiment... Ça dépasse juste voir un film. Ça devient vraiment une expérience de vie qui te marque et tu te dis « Ah putain, mais j'ai vu ce film, mais pas dans n'importe quelle condition. Je l'ai vu avec ces gens, à cet endroit, j'ai rigolé, je m'en souviens du film, il est imprimé. J'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou. » Génial. C'est fou d'avoir... Et puis il y avait le producteur qui est venu présenter le film. Ce genre de truc dingue. Et du coup, je rejoins Lucas
dans son amour des films en plein air, et que ça soit à 10 devant une toile tendue, un drap tendu, ou à 2000 devant un écran de 100 mètres de large, c'est assez cool. Et c'était donc la recommandation de Lorenzo et moi-même. Et comme dit l'adage, toujours mieux d'avoir 2000 personnes devant un drap tendu plutôt que 2000 personnes en Italie avec le bras tendu. C'est vrai que c'est toujours quelque chose de un petit peu mieux, c'est le cas de le dire. Bref, c'était donc nos petites Malheureusement, recommandations. on a levé les bras après, désolé. Oui, bon, j'espère pas de la même manière que ce que je pouvais penser. On arrive du coup à la fin de nos petites recommandations. Avant de vous quitter, on va juste vous faire très rapidement peut-être un petit calendrier des différentes sorties en juillet, des différents films qui vont sortir pour que vous ayez un peu idée de qu'est-ce que vous devez aller voir dans les salles obscures. Un truc très 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 rapide, donc pour les sorties de la semaine par exemple, on peut vous dire que là, cette semaine, donc la date où vous écoutez normalement cette émission, on a notamment Amélie et la métaphysique des tubes, qui est du coup un long métrage de Maëlys Valade et Lian Chaoyang, qui est en train de basculer beaucoup, c'est-à-dire un gros film d'animation qui est en train de tout chambouler, probablement un des films d'animation qui va le plus toucher le public, très probablement. Et en même temps, on a aussi Once Upon a Time in Gaza, qu'on vous avez pu vous en parler déjà lors de nos différentes recos pour le festival de Cannes. On vous invite évidemment à aller le voir dans les quelques salles où il sera diffusé. Le 2 juillet, il y a évidemment, et ça je pense que Lorenzo sera très content, le nouveau film de Quentin Dupieux, évidemment, Accident de piano. Mais en plus de ça, si vous êtes partie de la team Lorenzo qui considère que c'est toujours le film de trop, le film de Quentin Dupieux, vous pouvez aller voir 2 films assez intéressants. The Ugly Stepsister, qui est un film réalisé par Emily Blechwitz, donc un film norvégien, danois, roumain, polonais. Film d'horreur très particulier, quelques images sont sorties, ça a l'air très bizarre, très violent, mais ça a l'air tout simplement génialissime. Tout autant qu'un autre film qui s'appelle Un roman national, que j'ai découvert en préparant un petit peu cette émission, réalisé par Bixen Volet. C'est justement un film qui traite de l'extrême droite en France, un film de 1h10 qui a l'air de justement très mystérieux, très particulier. Je vous invite déjà à aller voir les premières images qu'il y a, notamment l'affiche a l'air particulièrement badante. Le trailer pareil, ça a l'air d'être vraiment un truc jusqu'au boutiste sur la question de l'extrême droite. Vraiment, un roman national, un grosse attente en fait au final pour cette année, enfin en tout cas pour cet été. La semaine du 9 juillet, il y a évidemment le Superman de James Gunn qui sera du coup de sortie, un très très gros morceau qui va sortir, mais en même temps, le même jour, il y a I Love Peru, le premier film réalisé par Raphaël Quenard et Hugo David. Proposition bizarre, comique, on ne sait pas à quoi s'attendre. En tout cas, ils étaient venus avec un vautour sur le tapis rouge de Cannes, donc quelle folie. De toute façon, il y a Raphaël Quenard, donc on va kiffer s'il y a du Raphaël Quenard. Moi, je serai au cinéma, j'adorerais ça. Le 16 juillet, il y aura évidemment le nouveau film d'Ari Aster, Eddington, qui sortira. Est-ce que ça continuera dans la lignée de ce que les gens détestaient? Est-ce que ça continuera dans la lignée des gens qui adoraient? On verra bien. En tout cas, on sera en salle la semaine du 23 juillet. Les 4 Fantastiques seront dans les salles, mais on retrouvera aussi quelque chose d'un peu particulier. Alors là, le titre est un peu longuet. Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital psychiatrique de Blida-Jandeville, au temps où le docteur Frantz Fanon, réalisé par Abenour Zaza. Peu d'infos sur ce film. Il va peut-être être éclipsé évidemment par ce gros mastodonte qu'est les 4 Fantastiques, qui a beaucoup été diffusé, beaucoup de trailers, etc. Mais ça a l'air d'être un peu mystérieux, de parler de justement cette période-là, de parler de Frantz Fanon, donc évidemment quelque chose d'assez intéressant, quelque chose d'assez captivant. Et en toute fin, le 30 juillet, du coup, pour terminer ce juillet, on a évidemment le retour des frères Philippou, donc Dany et Michael. Après avoir fait Talk to Me, on retrouve du coup avec The Substitution, le retour des frères venant de YouTube qui nous refont un petit œuvre horrifique, un film peut-être percutant comme l'avait été Talk to Me. En tout cas, les premières images en parlent de ça. Et pour conclure sur une note un peu rigolo, est-ce que vous savez que Luc Besson existe encore? Parce que Luc Besson sort du coup le 30 juillet un Dracula. Et je peux vous dire que les premières images que j'ai pu voir de ce truc ont l'air catastrophique, ça a l'air d'être une merde. Sur la chaîne pas de possible. Nosferatu, par exemple. Alors, Serious. je pense que ça peut... alors, Nosferatu...
on en rediscutera. Peut-être ça peut être dans la lignée, oui. Ça peut finir sur la chaîne de Not Serious. Eh ben, je ne l'espère pas que ça sera dans la même lignée. En tout cas, voilà un peu le programme pour ce mois de juillet. Un programme bien chargé qui vous attend. Et on arrive évidemment à la fin de cette émission. En tout cas, on espère que cette émission spéciale vous a plu. On se retrouve du coup pour début août pour reprendre nos émissions classiques et normales. On se retrouve à peu près à ce moment-là. Un petit mot de fin, l'équipe, peut-être ? Mais bon été, profitez de cette canicule qui devient traditionnelle et puis on se revoit à la rentrée. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Cette canicule. Prenez soin de vous, tout le monde. On espère que cette émission vous a plu. On espère que toutes ces petites recommandations vont pouvoir, on va dire, porter votre été. Plein d'œuvres culturelles que vous devez aller voir. Plein d'endroits aussi que vous pouvez aller voir. Plein de choses à découvrir, des trucs sur Internet. Bref, on a essayé de vous donner les œuvres les plus accessibles que vous allez pouvoir trouver. Bref, c'est cadeau. Ça fait plaisir. On se retrouve très très vite pour vous reparler du cinéma. Passez un bon été, tout le monde. On se retrouve très vite. Et surtout, n'oubliez pas, vive le cinéma! Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.